Bienvenue dans SUAP le podcast qui vous amène à la découverte du secours et soins d'urgence aux personnes. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bienvenue dans cette exploration ciblée, essentielle pour toute personne qui démarre sa formation de sapeur-pompier. Mhm. Aujourd'hui, on plonge dans un système absolument vital, l'appareil respiratoire. Tout à fait. On va s'appuyer sur les documents fournis pour regarder de près son anatomie, son fonctionnement. Oui, L'objectif, c'est de bien comprendre comment l'air circule, comment l'oxygène arrive jusqu'au sang et pourquoi chaque petit détail compte en intervention. absolument. Et maîtriser ces bases, c'est vraiment crucial. Une défaillance respi, c'est une urgence absolue. Oui. Comprendre le mécanisme, ça permet d'agir vite et surtout bien. Alors, allons-y. Pourquoi on respire? Bon, ça peut paraître simple, mais C'est fondamental. Apporter l'oxygène, l'O2, indispensable à nos cellules. voilà. Et évacuer le dioxyde de carbone, le CO2, qui est un déchet. Exactement. Sans O2, c'est une question de minutes, on le sait bien. C'est ça. Alors, décortiquons un peu ce trajet de l'air. Comment ça marche réellement? Alors ce parcours, on peut le diviser en, disons, deux grandes zones. Les voies aériennes supérieures et inférieures. D'accord. C'est un parcours bien précis, et chaque étape a une fonction spécifique. Ok. Alors, les voies supérieures, nez, bouche, c'est la porte d'entrée, quoi. C'est ça. Ça filtre l'air, ça le réchauffe, ça l'humidifie. Et puis, on a le pharynx, ce carrefour air-aliment. Mhm. Et c'est là qu'intervient l'épiglotte, ce petit clapet super important qui évite la fausse route. Exactement. Pour pas que la nourriture aille dans les poumons. Et là où ça devient vraiment capital pour nous sur le terrain, ce réflexe de protection comme l'atout, il disparaît chez une personne inconsciente. Tout à fait. D'où l'importance, mais alors vitale, de gestes comme la PLS, la position latérale de sécurité. Pour maintenir ces voies aériennes libres, oui. Après le pharynx, on trouve le larynx. Le gardien des voies inférieures. C'est ça. Et c'est là aussi qu'on a les cordes vocales. Ok. Passons aux voies inférieures alors. La trachée. La trachée, oui. Ce tube semi-rigide qui descend vers les poumons. Renforcée par du cartilage pour rester ouvert. Voilà. Et fait important, elle se divise en deux bronches principales. Une pour chaque poumon. Et il y a un détail intéressant là, non? Sur la branche droite. Oui, tout à fait. La branche droite est, disons, plus dans l'axe de la trachée, plus verticale que la gauche. Ce qui veut dire que s'il y a un corps étranger inhalé ou du liquide, Il y a plus de chances, si on peut dire, qu'il aille se loger dans la branche droite. c'est bon à savoir en cas de suspicion d'inhalation, ça. Effectivement. Ensuite, ces bronches, elles continuent de se diviser encore et encore. En passage de plus en plus petit. Les bronchioles, voilà. Et leur paroi les contient du muscle lisse. Ah oui, et c'est ça qui peut se contracter, comme dans l'asthme. Exactement. Ça réduit le passage de l'air. Et tout au bout de ce réseau complexe, Les alvéoles, les alvéoles pulmonaires. Des millions de petits sacs, un peu comme des bulles microscopiques. c'est là que la magie opère, l'échange gazeux. C'est ça. L'O2 passe de l'air de l'alvéole vers le sang, dans les tout petits vaisseaux, les capillaires, qui entourent l'alvéole. Et le CO2 fait le chemin inverse, du sang vers l'air pour être expiré. Voilà. Et ce qui est fascinant ici, c'est la finesse de cette membrane d'échange. Elle doit rester ouverte, déployée. Et grâce aux surfactants, c'est ça? Cette substance un peu. Oui, qui tapisse l'intérieur et qui empêche l'alvéole de s'effondrer sur elle-même. Un peu comme un agent tensioactif. Et on sait que son absence ou sa destruction pose de gros problèmes. Ah oui, chez les grands prématurés, ou lors d'une noyade, ou même avec certaines fumées, ça cause des détresses respiratoires graves. Ok, on a le trajet, on a l'échange, mais comment l'air bouge en fait? Comment il entre et sort? Ah, ça c'est la mécanique ventilatoire. Ça implique la cage thoracique et les muscles respiratoires. L'inspiration, c'est actif, je crois. Tout à fait. C'est un travail musculaire. Le diaphragme, qui est le muscle principal juste sous les poumons, il se contracte, il s'abaisse. Et les muscles entre les côtes aussi. Oui, les intercostaux soulèvent les côtes. Résultat, le volume de la cage thoracique augmente. Et ça crée une sorte d'aspiration. L'air entre. Voilà, c'est un appel d'air. Et l'expiration normale, elle, est généralement passive. Les muscles se relâchent, le volume diminue, l'air sort. C'est ça. Sauf... Sauf en cas de difficulté respiratoire. Exactement. En cas de détresse respiratoire, le corps va mobiliser d'autres muscles, qu'on appelle accessoires. Ceux du cou, entre les côtes, les abdos même. Oui. Et voir ces muscles travailler fort, ce qu'on appelle le tirage, c'est un signe d'alerte majeur sur le terrain. Ça montre que la personne lutte pour respirer. Très important à repérer ça. Et rappelons aussi la composition de l'air qu'on respire. Environ 21% d'oxygène. D'accord. C'est la différence de pression
de force de cet oxygène entre l'alvéole et le sang qui le fait passer naturellement vers le sang. Et si l'air ambiant manque d'oxygène? Moins de 18%, ou pire, moins de 6%. Ça devient très vite dangereux, voire mortel. C'est un risque énorme dans certains contextes d'intervention. Les incendies, les espaces confinés? Voilà. D'où l'importance capitale de l'appareil respiratoire isolant, l'ARI, pour avoir un air sûr. Ok, donc si on résume ce voyage de l'O2, il part de l'air, traverse tout le système jusqu'aux alvéoles, passe dans le sang. Et là, il se fixe sur l'hémoglobine, dans les globules rouges, pour être transporté partout. C'est le principe? Oui, mais pour que ça marche, il faut que toute la chaîne fonctionne. C'est un ensemble. C'est-à-dire? Il faut des voies aériennes libres, une bonne mécanique, des muscles qui fonctionnent, des alvéoles efficaces pour l'échange. Une pompe cardiaque qui marche, la circulation. Exactement. Des vaisseaux en bon état et assez de sang avec assez de globules rouges. Si un seul maillon lâche, Où le système est impacté. voilà, l'apport en oxygène est compromis. Alors tout ça, concrètement, sur le terrain, qu'est-ce que ça nous apporte de le savoir aussi bien que ça? Ça permet d'évaluer une victime, rapidement, efficacement, de reconnaître les signes de détresse. La fréquence respi, trop rapide, trop lente. L'amplitude, faible ou au contraire très ample. Les bruits, sifflements, gargouillements, Le fameux tirage avec les muscles accessoires. la couleur de la peau. Tout à fait. Et surtout, ça permet de comprendre pourquoi on fait certains gestes. Pourquoi la libération des voies aériennes est la priorité. Pourquoi la PLS est si importante? Pourquoi on met de l'oxygène? C'est ça. On sait ce qu'on cherche à corriger ou à soutenir. Et pour aller un peu plus loin, peut-être, une piste de réflexion. Oui, on a vu ce lien très fort entre la respiration et la circulation. Une question intéressante, c'est comment des signes respiratoires, même qui paraissent légers au début, comme une petite augmentation de la fréquence, comment est-ce que ça pourrait nous alerter sur un problème de circulation qui n'est pas encore évident? Ah oui, intéressant. Un signal précoce, en quelque sorte. Voilà, une piste pour affiner encore notre observation en intervention. Très bonne question à garder en tête. Bon, voilà qui conclut notre exploration du système respiratoire aujourd'hui. Continuez de creuser ces notions. Oui, chaque connaissance, c'est un atout pour l'efficacité et la sécurité sur le terrain. Merci de votre attention et de votre fidélité à SUAP le podcast. À très bientôt pour un nouvel épisode à la découverte du secours et soins d'urgence aux personnes.